Merci Olivier de m'avoir invité à cette superbe journée Broca. Maintenant que vous êtes à peu près à 30 minutes de votre repas, de l'excellent repas que vous avez pris, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Il était bon le repas, hein? Alors, mon propos, c'est de m'aventurer avec vous dans un dédale fort passionnant, mais complexe en même temps. Et si vous êtes venu pour en savoir vraiment plus sur le microbiote, il n'est pas certain que vous sortirez de la salle en pouvant appliquer ce que je vais pouvoir évoquer avec vous. Parce que les applications, s'il y en a quelques-unes, sont encore dans le champ, on va dire, de la recherche. Alors, le microbiote, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de bactéries, qui sont réparties le long du tractus digestif et dont la composition varie selon un certain nombre de paramètres, la localisation dans le tractus, vous voyez, les individus, donc il y a une forte polymorphisme individuel, l'âge, on va le voir, les périodes de la vie chez le même individu. C'est en fait un ensemble de bactéries, vous voyez, qui sont bien plus nombreuses que nos propres cellules, puisque on estime qu'il est composé de 10 puissance 14 bactéries, donc 10 fois plus que le nombre de cellules humaines, 4 à 500 espèces bactériennes différentes, plus de 3 millions de gènes, donc plus de 150 fois le génome humain, vous voyez, et qu'il est constitué de 7 phyla, cette espèce principale, qui à elle seule représente 90% de l'ensemble du microbiome. C'est essentiellement les firmicutes, les bactérioïdètes, les protéobactéries et les actinobactéries. Ce microbiome est soumis à un polymorphisme extraordinaire et il est modulé par un certain nombre de facteurs de l'environnement et de facteurs génétiques. Vous voyez, 64 groupes taxonomiques le composent et comme je le disais précédemment, il y a principalement deux espèces qui le composent, deux phylotypes bactériens qui sont les bactérioïdètes, grammes négatifs, les firmicutes qui sont aussi bien, qui peuvent être des grammes plus ou moins, et puis à un moindre degré, mais on va voir qu'ils jouent un rôle important chez le sujet âgé, les deux autres espèces que sont les actinobactéries et les protéobactéries. Alors vous voyez qu'en fonction de l'âge, effectivement, la composition du microbiote varie. On va s'intéresser, nous, plus particulièrement aux personnes âgées, et on va essayer de voir en quoi la modification du microbiote en fonction de l'âge peut influer sur l'état de santé et pourquoi pas expliquer un certain nombre de phénotypes observés en gériatrie. Ce qu'on observe principalement chez le sujet âgé par rapport à l'adulte, c'est d'abord une grande perte de la diversité. Donc, ce polymorphisme est moins prononcé, et vous verrez que ça a une conséquence éventuelle. On a une augmentation du rapport entre les bactérioïdes et les firmicutes, une augmentation des protéobactéries, on verra l'importance que ça revêt, et une baisse des bifidobactéries. Donc voilà ce qui caractérise un peu le sujet âgé en matière de microbiome. Des études ont essayé de comparer également des sujets très âgés à des sujets jeunes, plus jeunes, et vous voyez qu'effectivement, ce que je viens de vous dire se confirme. Il y a essentiellement une augmentation du groupe bactérioïdète aux dépens de l'espèce firmicute. Et ce rapport va jouer un rôle important. Vous voyez que quand on étudie ce rapport en fonction de l'âge, le sujet âgé a un rapport firmicute-bactérioïdète qui est plus faible que l'adulte. Vous voyez que dans certaines situations, notamment l'obésité, car c'est un champ d'investigation particulier, dans l'obésité, le rapport est bien supérieur. Alors, quel est l'intérêt qu'on peut porter à ce microbiote? Eh bien, l'intérêt est le fait qu'il serait possiblement l'explication à un certain nombre de situations prévalentes. Alors, je mentionne ici en particulier le diabète de type 2, et par ce biais l'insulinorésistance. Là, on a un certain nombre d'études d'essais thérapeutiques qui ont déjà confirmé que, par exemple, la transplantation de microbiote pouvait avoir un impact positif sur cette situation. Je dirais un mot, bien sûr, des infections avec Clostridium difficile, puisqu'elles sont fréquemment observées dans nos populations. Mais vous voyez que les relations microbiote et athérosclérose, avec également certaines pathologies du système nerveux central, la stéatose hépatique, et puis surtout l'obésité, qui fait l'objet de beaucoup de recherches, sont des axes de réflexion actuels.
Vous voyez qu'effectivement, les différentes situations qui pourraient impliquer le microbiote sont rappelées ici. Je vais plus particulièrement mettre l'accent sur, non pas l'obésité, puisque même si c'est une situation qu'on peut observer, ce n'est pas la plus fréquente dans nos populations, mais je voudrais surtout mettre l'accent sur la relation qu'on peut établir entre microbiote et muscles squelettiques, donc sarcopénie et donc fragilité. Et puis, je mettrai également le focus sur les relations qu'on peut établir entre microbiote et système nerveux central. Alors, ce microbiote, il a 5 principaux rôles. Il intervient dans la digestion des glucides et des protéines. Il intervient dans la synthèse des vitamines, comme la vitamine K et la vitamine folate. Il intervient dans la tolérance aux aliments et sur la perméabilité de l'intestin. Ça, c'est très important, on va y revenir. Il joue un rôle également de cytochrome P450 light, et donc interviendra dans la détoxification des xénobiotiques. Et puis, il pourrait également être impliqué dans la régulation du système immunitaire et sécrétion d'IgA. C'est un rôle d'ailleurs sur lequel on va revenir. Alors effectivement, il faut rappeler que la muqueuse, enfin, la paroi digestive comporte 3 lignes de défense. On connaît bien sûr la muqueuse intestinale, on connaît le système immunitaire intestinal qui est lié au système immunitaire général. Ces deux défenses sont bien établies. On connaissait moins bien le rôle d'une troisième défense qui est le microbiote, qui est dans la lumière digestive et qui va jouer un rôle finalement assez important. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il y a 3 éléments qui sont en interaction, si vous voulez, qui sont ce fameux microbiote, qui est soumis, comme vous l'avez vu, à des modifications, une diversité plus ou moins prononcée en fonction de l'âge, mais aussi une influence de l'alimentation, d'autres facteurs certainement de l'environnement, de médicaments, de bactéries, l'endothélium et le système immunitaire. Et ces 3 éléments vont être en interaction. Par exemple, ici, dans cette étude, on étudie 3 populations, centenaires, sujets plus jeunes, âgés mais plus jeunes et sujets plus jeunes. Et on confirme un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les modifications du microbiote chez les centenaires, notamment avec cette baisse de la diversité, cette modification du rapport bactéroïdète-firmicute, l'augmentation des protéobactéries. Et on établit une corrélation entre ces modifications de la composition du microbiome et certains paramètres de l'inflammation, notamment les taux de cytokines IL6, IL8. Donc une corrélation entre le profil du microbiote et ce profil immunitaire et inflammatoire qu'on attribue à l'augmentation des protéobactéries et à la baisse des bactéries sécrétrices de butyrate. Le butyrate joue un rôle anti-inflammatoire. Donc, finalement, tout ça pourrait conférer à l'individu une situation d'inflammation à bas bruit, de micro-inflammation, ce qu'on appelle l'inflammaging. Vous connaissez l'inflammaging, c'est un sujet qu'on évoque souvent en gériatrie, on va en reparler juste après. Donc le microbiote, sa modification et notamment la diminution de sa diversité pourrait modifier la perméabilité intestinale. Donc là c'est un modèle, si vous voulez, physiologique où normalement les 3 défenses interviennent de manière efficace, ce qui finalement permet une situation de tolérance vis-à-vis du microbiome. Dans la situation où on rentre dans la pathologie, on est dans cette situation-là, l'augmentation de la perméabilité intestinale ferait le lit d'une micro-inflammation donc péri-intestinale qui pourrait, elle, être bien sûr inductrice d'autres phénomènes systémiques. Alors j'ai recherché la littérature pour savoir si on pouvait s'appuyer sur ces théories pour expliquer la fragilité, ce fameux phénotype de fragilité. Alors, il y a très peu d'études. Il y a celle-ci qui a essayé d'établir effectivement un lien entre fragilité, phénotype fragilité au sens Fried, si vous voulez, et le microbiome. Vous voyez qu'effectivement, il y a des modifications, toujours par rapport à des sujets vigoureux cette fois-ci. On voit des modifications apparaître qui différencieraient les 2 phénotypes, vigoureux, fragiles, et notamment chez les fragiles, une diminution des bactéries protéici et une augmentation des entérobactéries. Et ces modifications pourraient expliquer cette micro-inflammation, la réduction de la biodiversité du microbiome, la prolifération d'entérobactéries a pour conséquence la diminution de la résistance à la colonisation. Donc là, on pense à Clostridium, l'augmentation du risque d'infection à Clostridium difficile, la diminution de la réponse pro-inflammatoire. Ceci pourrait résulter de l'excès de production d'endoxine.
Puis on a également une diminution des groupes bactériens producteurs de butyrate, dont je vous ai dit qu'ils jouent un rôle anti-inflammatoire. Donc ça stimulerait la réponse pro-inflammatoire, inversement. Et ça serait la conséquence d'une réduction de l'effet anti-inflammatoire du butyrate. À partir de là, on pourrait établir un scénario selon lequel l'immunosénescence et l'inflammaging, qui sont deux situations qu'on lie assez volontiers, pourraient faire le lit de la fragilité, la dysbiose microbienne, c'est-à-dire les modifications du microbiome, pouvant, par les modifications que je viens de vous présenter, entérobactéries et pronislive, jouer un rôle un peu d'auto-entretien du phénomène inflammatoire. L'autre question qu'on peut se poser, là on n'a pas la réponse, c'est est-ce que, inversement, le phénotype fragilité peut finalement s'expliquer, lui, directement par ces modifications du microbiome. Bien évidemment, pour y répondre, il faut faire des études d'intervention qui aujourd'hui n'existent pas. Mais ça permet peut-être de faire le lien entre ce qu'on sait déjà en gériatrie, à savoir le rôle de la micro-inflammation sur un certain nombre de cibles, l'os, le cerveau, la sphère cardiovasculaire, l'insulinorésistance, le muscle, bien sûr, et ces trois situations que vous connaissez bien, qui sont la fragilité, la disability et les maladies. Alors, si on essaye d'établir, est-ce qu'il y a des études qui vont dans ce sens pour expliquer notamment la sarcopénie? Alors, il y a effectivement quelques travaux, ils sont très peu nombreux néanmoins. Et ici, ce travail qui tente de montrer qu'effectivement, les modifications du microbiome pourraient, via la micro-inflammation observée, être en tout cas un des déterminants de la sarcopénie. C'est une piste. Je vous rappelle également que le muscle et l'insulinorésistance, ça ne fait qu'un, et que quand il y a sarcopénie, il y a insulinorésistance. Cette étude, d'ailleurs, l'établit bien, une étude coréenne qui a bien montré le lien entre les paramètres d'insulinorésistance, OMA insulinorésistance notamment, et la sarcopénie, mais aussi le diabète, le syndrome métabolique. Donc, tout un ensemble de phénotypes qui pourraient être en relation avec ces modifications du microbiome. Ça, c'est pour rappel. Un focus maintenant sur relation microbiome et cerveau. Alors là, il y a d'autres pistes qui s'ouvrent à nous. En fait, le microbiome, ça serait un peu notre deuxième cerveau. Ces relations pourraient être envisagées dans les deux sens. La capacité du cerveau à influencer le microbiote intestinal. Est-ce que le microbiome peut être modifié par finalement le fonctionnement cérébral, le stress notamment? Puis intéressons-nous plus particulièrement à la réciprocité, c'est-à-dire est-ce que les modifications cérébrales, l'activation de neurones, les réponses immunitaires muqueuses, est-ce que les modifications du microbiome peuvent influer sur le cerveau et le comportement plus largement? Et là, il y a un certain nombre de liens. Vous savez que les liens entre cerveau et tube digestif sont bien établis. Il y a un certain nombre de neuromédiateurs qui les relient. Voilà un travail ici qui s'est intéressé aux interactions entre microbiome et cerveau et déficit cognitif. Et on sait effectivement que alimentation et cerveau, c'est un sujet très de proximité, puisque ça implique le stress oxydant, l'athérosclérose, et on sait que l'inflammation joue un rôle, la micro-inflammation microgliale joue un rôle dans le vieillissement cérébral et notamment dans la vie d'Alzheimer, d'où la place notamment des protecteurs de l'inflammation. Alors, est-ce que le microbiome peut lui-même être un des éléments explicatifs? Là, on reste sur des hypothèses. Je m'excuse de ne pas pouvoir aller plus loin, mais effectivement, via cette micro-inflammation et les cytokines dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça pourrait être une porte d'entrée potentielle selon ce mécanisme-là. Donc, modification du microbiome, micro-inflammation, inflammation plus systémique, médiateur inflammatoire et altération de la microglie, neuroinflammation cérébrale et pourquoi pas déclin cognitif. L'autre protagoniste qui peut être un élément d'explication, c'est dans le microbiome, c'est les modifications du tryptophane. Je vous rappelle que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine et on
pourrait également imaginer des relations entre modification du microbiome et thymie plus largement. Et puis, il y a les acides gras à chaîne courte, le butyrate dont je vous ai parlé, mais aussi d'autres neuromédiateurs qui pourraient faire le lien entre modification dysbiose microbienne et cerveau. Mais on reste sur des hypothèses. Et enfin, la dernière voie, c'est bien sûr l'influence du microbiome sur l'axe corticotrope, ce qui nous ramène à l'effet du stress en fonction de l'âge. Et vous savez que ces modèles sont connus de longue date. On sait que le stress chez le rat âgé se caractérise par une dérégulation par rapport au rat plus jeune qui implique notamment les récepteurs hippocampiques au cortisol, ce qui fait le lien avec ce qu'on sait déjà depuis très longtemps, la déficience multiorganique et ses différents déterminants. Alors le type de régime alimentaire module la composition donc, de ce microbiote intestinal, donc c'est peut-être une porte d'entrée future, notamment dans l'obésité, c'est une piste actuellement très travaillée. L'amélioration de l'intégrité des muqueuses de l'intestin et la diminution de la survenue d'endotoxémie notamment et ses effets inflammatoires postprandiaux pourraient être modulés par le régime alimentaire, l'amélioration de la signalisation de l'insuline. Mais il y a en fait encore aujourd'hui trop peu d'études qui ont évalué l'influence des micronutriments et des nutriments et du type d'aliment dans l'endotoxémie métabolique. Alors, il y a un certain nombre d'études en cours. Je cite cette étude qui va évaluer l'impact de certains probiotiques et certains régimes diététiques sur le microbiote et sur les différents phénotypes que j'ai présentés. Il y a l'étude Nuage, qui est une étude qui pourra être intéressante pour nous parce qu'elle, vous voyez, elle stratifie selon les critères de Fried. Donc on va étudier dans ces phénotypes de vigoureux préfragiles, on exclut les fragiles, mais on garde les préfragiles. On va étudier l'influence de certaines diètes nutritionnelles sur le microbiome et sur, bien sûr, ce qui lui est potentiellement relié. Et puis, il y a Clostridium difficile, c'est peut-être la seule situation pour laquelle on a aujourd'hui une réponse applicable. Vous savez que chez nos patients qui présentent ces infections à Clostridium difficile, dès lors qu'elles sont récidivantes, on était démunis jusqu'à maintenant. Alors, certaines études ont montré l'intérêt de la transmission microbienne du microbiote chez ces patients. Vous en avez ici la traduction. Vous voyez que quand on procède à une transplantation par infusion duodénale, on corrige la composition du microbiome et on réduit le risque de récidive infection à Clostridium difficile. Ça c'est avant, ça c'est après. Donc on corrige, on revient ici, ça c'est le témoin. Alors on a l'alternative aujourd'hui qui est le nouveau traitement qui est la fidaxomicine, qui, à la différence de la vancomycine, les zones sombres, c'est la fidaxomicine, comparativement aux zones claires, vancomycine. Vous voyez que la fidaxomicine préserve mieux le microbiome dans sa composition que la vancomycine, et on suppose qu'en préservant mieux le microbiome, elle est plus efficace sur la récidive des infections à Clostridium difficile. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un sujet qui fera l'objet, je pense, d'autres présentations ultérieures, dès lors qu'on aura d'autres éléments un peu plus applicables dans la pratique. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les modifications du microbiote sont significatives chez les sujets très âgés, qu'ils pourraient jouer un rôle dans le concept d'inflammaging. Et donc, dans les pathologies qui nous intéressent, le problème des antibiothérapies qui le modifient évidemment, le rôle central de nombreuses conditions pathologiques. J'ai cité notamment ces relations potentielles avec la sarcopénie, avec l'insulinorésistance, l'obésité, ça nous concerne un peu moins, et les voies futures en thérapeutique, que sont la transplantation de microbiote fécal, les prébiotiques, qui sont actuellement l'objet de travaux qui sont à l'étude, et les probiotiques. Je vous remercie de votre attention.